Bonjour et bienvenue pour ce nouveau plateau sur le salon de l'immobilier où nous sommes installés pour 3 jours. Un salon qui vient d'être inauguré, qui démarre donc à présent avec le public qui vient nombreux nous rendre visite déjà. Et nous sommes pour ce deuxième plateau du salon en compagnie de Cédric Graille, directeur général du groupe SERM SAM et secrétaire général d'ACM Habitat. Alors justement, Cédric, peut-être un premier mot sur cette fusion ACM-SERM qui est très récente. Je crois qu'elle date du mois de septembre. C'est ça, exactement. Donc en fait, Michael Delafosse a annoncé le 1er juillet qu'il voulait fusionner l'aménageur et l'office d'HLM. Et en même temps, ce n'est pas qu'un aménageur, la SERM est sa troisième, puisque c'est aussi un énergéticien. Donc l'idée de Michael Delafosse, donc le 1er juillet, c'est de regrouper les 3 entités en un seul groupe pour gagner en efficacité, tout simplement. C'est 2 bras armés de la métropole. Je sais que Michael Delafosse n'aime pas qu'on dise satellite. Donc c'est 2 bras armés. Or, ces 2 bras armés, historiquement, n'ont pas forcément travaillé toujours ensemble ou de façon insatisfaisante parfois. Donc là, l'idée, c'est de faire un seul groupe et de gagner en efficacité, gagner en fluidité, éviter les frictions et puis voilà, accélérer les politiques publiques, le plan de mandat, accélérer la transition climatique et d'arriver projet par projet à être plus efficace. Et ce que je dis, ce n'est pas uniquement théorique, c'est pratique. C'est l'exemple de la Mosson. À la Mosson, vous avez un territoire avec un potentiel énorme de renouvellement urbain, avec la SERM qui est aménageur, avec ACM qui manage 40% des logements, donc qui héberge à peu près la moitié de la population de la Mosson, avec un véritable enjeu de réappropriation des copropriétés dégradées, de reconstruction, de redressement de ce quartier à fort potentiel. Et le fait d'avoir à la fois l'aménageur et ACM Habitat qui travaillent ensemble pour travailler avec l'ensemble de la population, avec l'ensemble du tissu associatif, avec les élus, pour faire en sorte que ce soit un beau quartier, un quartier où on vit, où on est heureux, la fusion, ça fait un outil plus efficace. Parce qu'on se parle, on trouve des solutions quand il y en a, par exemple sur les copros dégradés, et c'est la meilleure solution d'avancer. Et puis c'est aussi un autre aspect qui est important, c'est l'efficacité du dispositif, mais aussi un accélérateur d'innovation. Je dis ça parce que quand vous êtes aménageur, évidemment vous concevez les cahiers des charges, vous avez une stratégie d'aménagement, mais c'est bien d'être connecté aussi avec un acteur de terrain. ACM Habitat, c'est 23 000 logements, c'est 50 000 locataires. C'est des gens qui posent des questions tous les jours et que l'aménageur, finalement, dans l'édiction de sa stratégie, puisse s'appuyer sur les compétences d'un bailleur, c'est essentiel. Et de la même façon que le bailleur ait une vision parfois plus globale via l'aménageur, c'est aussi essentiel. Et donc cette complémentarité, c'est un point essentiel, mais ça permet aussi de faire de l'innovation dans tous les domaines. Le jour où vous dites, tiens, l'énergéticien qui est à la SERM, je vais solariser des toits, je vais faire des ombrières, je vais travailler sur les énergies renouvelables. C'est quand même très intéressant d'avoir un bailleur social qui peut dire moi j'ai 450 résidences et je peux commencer à tester des choses sur mes toits, sur mes parkings, dans mes jardins. Et donc ça, à la fois c'est un outil d'efficacité, une vision globale et intégrée, et en même temps c'est une capacité à innover, à démontrer et à donner aussi, apporter des propositions à la métropole et à la ville de Montpellier et d'ailleurs à toutes les communes. Puisque l'aménageur, donc SERM, comme le bailleur social ACM Habitat, c'est 3 métiers au service de 31 communes. Et ça, c'est important parce que souvent, on a l'image de Montpellier, mais moi, je passe au moins la moitié de mon temps à Castelnau, à l'extérieur de Montpellier, dans d'autres communes de la métropole. Dans toutes les communes de la métropole. Il va y avoir aussi une réorganisation un peu des rôles avec des équipes dédiées pour chaque quartier. Voilà, alors en fait, on a profité de cette fusion, fusion, ça va être un rapprochement. Avec une réorganisation en même temps. On a profité de ce moment pour réorganiser aussi les services, avec l'idée de faire un découpage territorial, avec 7 territoires, avec 7 directeurs de territoire, de telle sorte que chaque partie prenante, que ce soit les promoteurs, que ce soit les entreprises de droit au public, que ce soit les maires, les élus, les habitants, tous les acteurs, quel est leur référent. Ils sachent exactement qui est chef de quoi. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il est bien dans des territoires comme les nôtres, où ça bouge, où il y a croissance démographique, c'est qu'il y a un moment où quelqu'un se sent responsable. Et je dis ça parce que le jour où le maire va à la Mosson, le maire de la Fosse, c'est bien qu'il sache qu'il y a un directeur de l'agence ACM, il sait vers qui se retourner.
Et quand on parle du renouvellement urbain, on sait qui est le directeur, qui est le responsable de l'EAI, qui est non pas pour, entre guillemets, pour rendre des comptes, mais surtout pour coordonner, et qu'il y ait une sorte de responsabilisation, qu'on fasse remonter les arbitrages, qu'on décide, et que les choses avancent et que ça se voit avec des indicateurs. Donc il y a cette logique quand même parce que quand le maire, on en parlera peut-être après, annonce le lancement de 8000 logements et de 100 lots dans les 2 ans qui viennent, en fait, c'est pas une annonce, il faut le faire. C'est ça. Alors justement, vous me tendez la perche parce qu'on va parler du déficit foncier. Forcément, c'est un enjeu crucial avec, face à cet enjeu, des réponses qui sont à trouver. Quelles sont les propositions ? Alors, il y a, sur la question foncière, évidemment, c'est le nerf de la guerre. D'ailleurs, j'ai fait le tour des stands depuis ce matin. La question principale, c'est le foncier, parce que pas de bras, pas de chocolat, pas de foncier, pas de promotion. Après, je pense qu'il y a une première chose, c'est qu'il reste du foncier, et il faut maîtriser ce foncier. Pourquoi je dis ça ? D'ailleurs, le meilleur argument, c'est on est capable de lancer 100 lots, 8000 logements à horizon 2022-2023. Donc il reste des fonciers. Par contre, il y a 2 choses sur lesquelles il faut qu'on progresse. C'est la capacité à définir une stratégie foncière avec l'ensemble des parties prenantes, dont la métropole, la ville, l'ACM, la CERM, l'ensemble des acteurs. Et après, ce qui manque, c'est l'utilisation systématique des outils qui permettent d'avoir la maîtrise foncière. En gros, une ZAC, une DUP. Et ça, c'était pas fait. Et je donne des exemples, et tous les acteurs qui m'écouteront le savent, à l'arrestant qu'il n'y a pas de maîtrise foncière. Et le jour où vous dites, tiens, je lance un choc de l'offre, où j'ai une vraie ambition pour un territoire, si vous n'avez pas la maîtrise foncière, vous pouvez avoir des grands discours. Donc la vraie question, c'est qu'il faut qu'on systématise. Évidemment, il faut un cadre général, une stratégie. Il faut savoir où on va se développer, il faut savoir ce qu'on va faire. Mais la vraie question, c'est utiliser tous les outils à disposition pour systématiquement avoir finalement ces outils qu'on peut utiliser. Tant mieux si on ne les utilise pas, mais si jamais les acteurs ne jouent pas le jeu, on peut lancer la chose. Par ailleurs, il y a, en termes de foncier sur la stratégie, il y a les ZAC qui sont avancés, dans lesquels on a un plein dedans, où on est capable de lancer des fiches de l'eau avec nos architectes en chef. Et puis il y a les ZAC en gestation, en tout cas les opérations d'aménagement en gestation. Donc évidemment, l'urgence aujourd'hui, c'est la crise du logement, c'est de lancer des lots. Mais l'urgence, dans 6 ans, ce sera de faire la même chose. Donc il faut absolument qu'en parallèle, en temps masqué, on travaille sur les territoires que demain on veut développer, c'est-à-dire en horizon 6 ans, 10 ans, 15 ans. Et c'est là il faut qu'on ait la maîtrise foncière dès maintenant, il faut avoir la capacité financière. Anticiper. Voilà, et ça c'est l'enjeu d'aujourd'hui. Alors vous l'avez dit, une offre de 8000 logements sur les 2 années à venir, c'est énorme, c'est une offre qui n'est pas arrivée depuis bien longtemps. Ça fait une grosse, pour le coup, une grosse libération et bouffée d'air frais pour toutes les professions du bâtiment, mais aussi pour les habitants nouveaux ou actuels de la métropole. Est-ce que cette offre va permettre de faire baisser la pression inflationniste qu'on trouve aujourd'hui sur les prix ? Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ? Après, Virginie, évidemment, je peux pas répondre, il n'y a pas de réponse. Et d'ailleurs, s'il y avait une réponse, ça ferait longtemps qu'on n'aurait plus de pression inflationniste. Donc il n'y a pas de réponse. Par contre, il y a des façons d'agir ou des actions à engager qui peuvent permettre d'améliorer la pression inflationniste. La première chose, c'est la question du volume. Et c'est sûr que s'il n'y a pas de volume, mécaniquement les prix augmentent, notamment en termes de... Voilà. Donc ça c'est une certitude. Donc la priorité absolue, c'est de mettre du volume sur le marché. Et c'est nécessaire, pas suffisant. Et il faut accompagner le dispositif d'autres actions, l'encadrement des loyers, il y a plusieurs actions. Par contre, nous, l'obsession à la CERM aujourd'hui, c'est la commande qu'on nous a passée, c'est de mettre du volume sur le marché. Voilà. Si on ne fait pas ça, il y aura toujours une inflation. Par ailleurs, la pression inflationniste, elle n'est pas locale. C'est-à-dire ça ne touche pas Montpellier. Non. Ça touche toutes les grandes métropoles de France. Tout à fait. Où effectivement les prix augmentent de façon importante. Dans les consultations qu'on est en train de voir à la CERM, effectivement, en moyenne, on sort à 5 500 avec des plus hauts à 6 000. Donc on voit qu'il y a cette pression inflationniste. Donc nous, la priorité, c'est le volume. Une fois que je dis qu'il est le volume, c'est ce que tu disais, Virginie. On a annoncé 8000 logements en 2 ans, une centaine de lots. La question, c'est, oui, il faut du volume, il faut de la quantité. Mais il ne faut pas reconstruire les quartiers qu'on va regretter dans 20 ans. Il ne faut pas reconstruire des quartiers qui vont être impossibles. Donc il faut des nouvelles règles aussi sur la façon de construire et ce qu'on attend pour construire la ville de demain. Donc il faut évidemment travailler dans l'urgence, en tout cas être réactif. Mais la priorité de la priorité, c'est de prendre le temps de réfléchir à des stratégies d'aménagement, et aussi aux nouveaux usages.
Parce que, d'ailleurs, je crois que c'est l'enjeu de la plupart des promoteurs que je rencontre. Évidemment, il y a une concurrence très forte, notamment à Montpellier. Et la plupart des promoteurs, évidemment, ils veulent des lots. Enfin, des vœux, ils veulent des opérations. Et ils veulent de la qualité. Et ils réfléchissent tous aux nouveaux usages. Aujourd'hui, la question qu'on peut se poser dans un quartier, c'est qu'est-ce qu'on veut développer comme nouveaux usages. Il y a tous les sujets que tout le monde connaît, le co-living, le coworking, mais il y a une révolution avec le Covid, je pense qu'il y a un changement de société très fort qui fait qu'il faut qu'on travaille aménageur. On a la responsabilité de définir des quartiers où les usages, c'est ce qu'on dit souvent, la ville du quart d'heure, mais où ces usages ils sont intégrés dès maintenant pour que la ville de demain soit agréable. Et on ait envie de la vie et qu'il y ait une âme. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est un autre débat. C'est-à-dire des espaces verts, c'est-à-dire des commerces de proximité en rez-de-chaussée, c'est-à-dire des parcs à vélo pour permettre la mobilité douce, c'est-à-dire des logements traversants, des espaces effectivement de vie et de communauté plus importantes au sein des bâtiments. Exactement, je pense qu'il faut avoir une... Alors c'est pour ça qu'on dit la ville du quart d'heure, c'est assez simple, tout le monde comprend. Hein. En gros, on habite quelque part, on amène ses enfants à l'école à pied, on va faire ses courses. Le week-end, il y a des tissus associatifs qui sont actifs. Donc il faut qu'on réfléchisse à l'échelle de chaque opération d'aménagement à ce que tu viens de dire, avec évidemment des équations complexes. En même temps, si on ne l'a pas en tête dans la conception, on ne le fait jamais. Par ailleurs, il y a un autre aspect, c'est que je pense qu'il faut en finir avec les ZAC de 100 hectares, de 150 hectares. C'est pas avec une SAC de 150 hectares qu'on fait un quartier avec une âme. Il faut avoir entre guillemets, des sous-ZAC ou des opérations d'aménagement plus maîtrisées avec un architecte à chef, avec une plus petite surface, moins de logements, qui donne une sorte de une signature, une âme. Et je pense que le maire le disait tout à l'heure, il faut une âme dans les quartiers. Et je rebondis sur un dernier point, c'est la question des commerces. Je pense que c'est sûrement un point sur lequel on peut progresser à Montpellier. C'est quelle est la stratégie commerciale, de façon globale d'ailleurs, et puis la question ZAC par ZAC, opération d'aménagement par aménagement, également par rapport au diffus, c'est quelles enseignes on met, qu'est-ce qu'on veut créer comme atmosphère. Je prends un exemple sur lequel on est en train de réfléchir. Quand aujourd'hui vous arrivez à Saint-Roch, vous sortez de la gare, il est 20h30, avec 2 collègues, vous êtes à de réunion, vous dites où je vais manger. Oui. Après, moi j'ai les réponses parce que j'habite à Saint-Roch. Vous pouvez remonter, soit vous mangez un sandwich, vous prenez les 2 rues qui partent de Saint-Roch, soit vous allez place de la Comédie, il y en a, mais par contre, à 50 mètres, il n'y a pas de restaurant, il y a le Bella Roya, mais après, il n'y a pas d'enseigne. Et la question qu'il faut se poser, effectivement, dans les quartiers, il faut qu'il y ait des lieux de vie, il faut qu'il y ait un restaurant, il faut qu'il y ait des commerces, il faut qu'il y ait de l'art. Des cafés, des services médicaux de proximité. Exactement. D'accord. Et donc tout ça, je pense que c'est pour ça que je disais que je pense qu'il y a qualité contre quantité, c'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas qu'on se précipite, il faut qu'on arrive à rapidement concevoir des produits qui sont adaptés, qui correspondent aux attentes des concitoyens et des usagers. Dernier point, pour que tout ça soit carré pour tout le monde, y compris en dehors des ZAC, va être mis en place un pacte pour définir un peu quelles seront les règles un petit peu partout avec les différents acteurs de la profession. Ça aussi, c'est une nouvelle façon de travailler pour que tout le monde sache où il va. Ouais. Alors moi, quand j'ai été recruté à la CERM en septembre dernier et à SEM il y a 1 an, c'est une commande très claire que j'ai eue de l'exécutif, pour ne pas dire du maire et de Maryse Faye, c'est de se dire de gagner en transparence sur l'attribution des lots et le cahier des charges et les règles. Donc sur l'attribution de lots, on va faire... le maire va le présenter bientôt, mais en gros, sur les 100 lots dont on a parlé, il va y avoir un appel à projet, en tout cas un appel à candidature, et puis après on fera en toute transparence l'attribution des lots sur la base des demandes des promoteurs. Et on précisera les choses avec Laurent Villaret dans les prochains jours avec l'ensemble des promoteurs. Après, donc ça c'est sur la transparence dans l'attribution des lots, qui est un point important. Aujourd'hui, en plus, tous les lots qu'on a présentés aux assises du territoire de façon rapide par le maire, qui était assez global, le lendemain, 2 jours après, ont été déclinés auprès de l'ensemble de la profession des promoteurs. À l'ensemble de la FPI et d'ailleurs hors FPI, les 100 lots dans le détail, ZAC par ZAC, et avec un document qui a été fourni à l'ensemble des promoteurs. C'est un travail qu'on va faire d'ailleurs aussi avec les notaires, avec les architectes, avec les entreprises publiques, pour que tout le monde ait la même information. Oui. Donc là-dessus, il n'y a pas de secret, on sait où ça va partir. Donc après, les promoteurs et les acteurs peuvent se positionner. Au-delà de l'attribution et de la transparence, il y a la question effectivement de qu'est-ce qu'on demande aux promoteurs, entre guillemets, c'est pas une contrepartie, mais c'est quoi notre projet. Oui. Et c'est là où je parle des nouveaux usages. Il y a la question de la transition climatique. Le maire tout à l'heure de la Fosse parlait des matériaux biosourcés, de recycler des matériaux, d'avoir des appartements traversants pour avoir des bonnes traversants. orientations. Donc, toutes ces logiques de transition climatique, évidemment, elle est au centre. Il y a la qualité architecturale.
qu'il a, je pense, ça a échappé à personne, qu'il y a cette volonté, cette ambition politique de franchir une marche, deux marches, trois marches, enfin monter l'escalier, on va dire. Ça, c'est un deuxième point important. Je l'ai parlé, il y a les nouveaux usages. Voilà. Et puis, je pense qu'il y a un autre aspect qui est important aussi, c'est de prévoir, je l'ai dit tout à l'heure, la question des commerces, des équipements publics. Les écoles, etc., les écoles, espaces verts, exactement. Pour permettre évidemment, de vraie vie de quartier. Évidemment, enfin, il y a pas de... Merci beaucoup, Cédric Merci, Rail. Virginie. Merci d'être venu nous voir sur le plateau du Salon de l'Immobilier. On se retrouve dans quelques instants pour un nouveau plateau.